Un seul trader a laissé un trou de 4,9 milliards d'euros. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pari qui a mal tourné. C'est un crash test grandeur nature pour un modèle de contrôle des risques à l'ère des marchés électroniques. À la fin des années 2000, la banque d'investissement se pense comme une mécanique de précision guidée par procédures, audits et limites. Sur le papier, les digues sont infranchissables. Des plafonds de position, des rapprochements front-to-back, des mesures quotidiennes de risque, des validations hiérarchiques. Dans la réalité, l'affaire Kerviel révèle l'écart entre le contrôle tel qu'il est écrit et le contrôle tel qu'il vit, quand la pression commerciale, la vitesse d'exécution et l'habitude anesthésient les capteurs. Ce qui se joue dépasse une seule banque. C'est la crédibilité de la chaîne, prise de risque, supervision, transparence, au cœur de la finance européenne. Le décor est celui d'un établissement systémique, Société Générale, Banque universelle française, avec des activités de marché à Paris et à Londres. Au centre, un desk Delta One, censé générer des revenus réguliers sur des produits indiciels, et un opérateur devenu malgré lui le symbole d'une époque. Jérôme Kerviel, passé du middle office au front office, connaît la couture des contrôles. En face, la fonction risque, la conformité, l'audit interne et au-dessus, les autorités françaises, l'autorité des marchés financiers, la commission bancaire devenue autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que l'appareil judiciaire parisien. En périphérie, les clients, les contreparties et les investisseurs qui découvrent, stupéfaits, une perte colossale annoncée par une banque française au cœur d'une crise de confiance mondiale. La chronologie se concentre sur 2007 et le tout début de 2008. Au fil de journées en apparence banales, sur des contrats à terme d'indices européens, des positions directionnelles de taille hors norme s'empilent, maquillées en couverture d'opérations clients. La découverte intervient en janvier 2008, débouclage d'urgence, perte massive, annonce publique, puis ouverture d'enquêtes internes et externes. En 2010, le tribunal de Paris rend une première décision pénale et prononce une peine de prison assortie de lourds dommages et intérêts indexés sur la perte comptable. Les années suivantes sont rythmées par les appels qui confirment la culpabilité, puis par un débat sur la responsabilité civile. En 2014, la haute juridiction pénale confirme la culpabilité. En 2016, sur le plan civil, la Cour de cassation casse l'automaticité de l'indemnisation et renvoie, estimant que la part de faute doit être réexaminée à l'aune des défaillances de contrôle et des choix de débouclage. À cette date, le socle factuel et pénal était stabilisé et le débat civil s'oriente vers une appréciation plus granulaire. Le mécanisme opérationnel tient dans l'exploitation systématique d'angles morts. Le desk Delta One traite des produits linéaires supposés reproduire des paniers d'actions, futurs d'indices, forward, swap standardisés. C'est un univers où l'illusion de simplicité peut endormir les réflexes. Les positions litigieuses sont dissimulées sous couvert de hedge de clients, avec des annulations et des contre-opérations qui brouillent la lecture. Les saisies dans les systèmes, les justifications adressées au back-office. Les écritures de fin de journée créent des mirages d'équilibre. Là où une position nette massive devrait sauter aux yeux, des appariements fictifs lissent la courbe du risque. Un opérateur passé par le middle office sait quel champ déclenche avec quelles alertes, quand se font les rapprochements et quelles explications passent dans le flux d'activité. Le contrôle s'en trouve réduit à une checklist. Si la case est cochée, l'alarme s'éteint, même si la substance économique contredit l'apparence. Derrière le rideau, les incitations financières orientent les comportements. Un desk indiciel vit sur des volumes élevés et des marges fines. On valorise la constance du P et L, la faible consommation de capital, l'apport net aux revenus. Une ligne affichant des gains réguliers et peu volatiles devient vite chouchou. Les objectifs collent à la tendance, la tolérance au bain de bruit opérationnel augmente et l'on accepte des explications répétitives sur des anomalies qui reviennent. La value at risk peut rester dans la fourchette si, en clôture, la position paraît neutralisée par des compensations opportunes. Les coûts invisibles du contrôle, temps d'investigation, friction avec une source de revenus, créent un biais en faveur de la continuité.
La culture finit par voir ce qu'elle s'attend à voir. De la régularité rassurante, pas un signal faible annonciateur d'un risque hors mandat. Pourquoi les contrôles échouent-ils? Parce que l'empilement d'outils ne remplace pas le scepticisme professionnel. Les rapprochements front-to-back détectent mal des opérations fictives si elles miment la grammaire attendue. Les limites de position agrégées ne parlent pas si la position nette est maquillée. L'audit interne, s'il privilégie le test documentaire programmé, peut passer à côté d'une dérive qui respecte la forme sans la substance. Ajoutons la surcharge des équipes de back-office, confrontées à des alertes nombreuses, à des pics d'activité et au turnover. Plus une alarme sonne souvent, plus elle devient du bruit de fond. Enfin, une hiérarchie qui récompense surtout l'atteinte d'objectifs commerciaux peut faire ressentir la deuxième ligne comme un obstacle, pas comme une défense. Côté autorité et justice française, la mécanique suit deux axes. Sur le plan pénal, la question pivot est claire. Y a-t-il falsification de données, usage d'opérations fictives et abus de confiance pour prendre des risques hors mandat? Les juges de première instance répondent oui sur la base d'éléments matériels et d'aveux partiels, prononcent une peine de prison et fixent des dommages et intérêts au niveau annoncé par la banque. Les juridictions d'appel confirment la culpabilité et ajustent la peine. Sur le volet civil, la question devient technique. Peut-on imputer mécaniquement à un individu l'intégralité d'une perte qui dépend aussi des choix de débouclage et des manquements de contrôle de la banque? La Cour de cassation, en 2016, refuse l'automatisme et renvoie, soulignant la nécessité d'apprécier la part de faute de chacun. Cette séquence illustre un point essentiel de droit. La responsabilité pénale individuelle n'efface pas l'examen des défaillances systémiques quand on chiffre le préjudice. Pour la supervision, l'affaire agit comme révélateur. Le superviseur bancaire s'intéresse à la gouvernance du risque, à la séparation des fonctions et à la robustesse des reportings. Le régulateur des marchés se concentre sur l'information du public et la tenue des enregistrements. Les rapports pointent des failles, alertes insuffisamment investiguées, procédures appliquées de façon routinière, dépendance excessive à des contrôles ex post. À l'échelle européenne, les exigences d'organisation pour les entreprises d'investissement sont rappelées et durcies, tout en reconnaissant une évidence. Aucune architecture de contrôle ne résiste si la culture tolère l'invraisemblable sous couvert de vraisemblable. Les flux financiers et les incitations expliquent toute la persistance de la dérive. Les bonus sont adossés à la performance apparente et une profitabilité régulière renforce la crédibilité interne du desk. Les coûts immédiats d'un gel d'activité pour enquête sont visibles. Les coûts d'un laisser-faire sont lointains, jusqu'au jour où il faut déboucler en catastrophe. Dans un environnement de marché déjà fragile, un débouclage massif crée sa propre pression de prix, amplifie les pertes et alimente le soupçon d'une gouvernance défaillante. Le cercle se referme. Pour éviter de perturber une source de revenus, on retarde la question difficile, et quand elle finit par s'imposer, la facture est démultipliée par la vitesse et la taille. Les victimes ne se résument pas à une ligne de résultat. Les actionnaires qui participent à une augmentation de capital subissent une dilution et une atteinte de confiance. Les salariés endurent une suspicion diffuse sur l'éthique des salles de marché. Les clients se demandent ce que valent les garanties si des risques peuvent être masqués. L'opinion publique, déjà échaudée par la crise financière, perçoit une perte record comme la preuve d'un décor plutôt que d'un rempart. Sur les marchés, l'épisode augmente la volatilité du secteur bancaire européen, car même un cas spécifique projette une ombre sur ses pairs. La réputation met des années à se réparer. Chaque incident ultérieur, même sans lien, réactive le souvenir. Les leçons concrètes dépassent les slogans. Un contrôle efficace aime les anomalies. Un P et L trop lisse sur une activité exposée au bêta de marché appelle une revue indépendante. Des gains réguliers, qui consomment très peu de capital, doivent déclencher une analyse du modèle économique réel, pas seulement des écritures. Il faut armer la première ligne, chef de desk, COO de marché, contrôleur de gestion, doivent être entraînés à reconnaître les stratagèmes classiques. Opération dormante,
qui s'annule l'alerte le lendemain, contrepassation de fin de journée, justification standardisée, récurrence d'explications liées à des retards de contrepartie. L'audit interne doit varier ses angles, tester à l'improviste, croiser les systèmes, examiner les logs de modification et pas seulement les états standards. Les systèmes d'alerte doivent hiérarchiser le risque et prévoir qu'une alerte rare sur un volume exceptionnel déclenche un gel temporaire jusqu'à lever du doute, même si cela coûte à court terme. La gouvernance de la donnée doit empêcher qu'un narratif saisi au front office puisse éteindre mécaniquement une exception. La conformité doit garder la main sur l'interprétation des signaux. Et la rotation des postes au middle office limite la capture des routines par un même opérateur. Il faut aussi dire ce que cette affaire n'enseigne pas. Elle ne prouve pas que toute salle de marché est un casino, ni que la fraude est inévitable. Elle montre qu'une organisation, sous contrainte de productivité et de vitesse, peut désapprendre à écouter ses capteurs si elle sacralise la continuité du revenu. Le signal faible devient un fond sonore, la réussite devient un alibi, et la connaissance intime des processus devient un levier pour passer sous les radars, si elle n'est pas contrebalancée par des contrôles indépendants. Quand l'alerte finit par percer, il est souvent trop tard. Le débouclage dans l'urgence coûte cher par nature, surtout dans un marché stressé. Pour celles et ceux qui exercent des responsabilités, certains signaux doivent devenir réflexes de due diligence. Une profitabilité anormalement stable sur un périmètre exposé à la volatilité. Des explications opérationnelles qui reviennent à l'identique semaine après semaine. Des opérations annulées le lendemain avec une justification copier-coller. Des exceptions qui se résolvent systématiquement à la clôture sans cause racine documentée. Des congés repoussés sans cesse pour un opérateur clé, au prétexte que personne ne peut le remplacer. Et surtout, une culture où poser des pourquoi précis est perçu comme un manque de confiance plutôt que comme de l'hygiène professionnelle. Si tu investis dans une banque, regarde comment elle parle de ses contrôles, en pratique concrète, pas seulement en chiffres. Si tu diriges un desk, dresse l'inventaire de tes angles morts. Il y en a, comme partout. Si cette enquête t'a éclairé, partage-la à quelqu'un qui s'intéresse au-dessous de la finance. Et abonne-toi pour les prochains décryptages documentés et indépendants.